traverse un véritable séisme financier qui a des répercussions sur tous les aspects de la vie. Et il n'y a pas si longtemps, nos pays étaient dans une situation similaire et c'est grâce à l'initiative PPTE qu'une partie de la dette de nos pays a été résorbée. Mais 5 années, en tout cas pour ce qui concerne le Togo, 5 années après l'aboutissement de cette initiative PPTE, on constate un retour progressif vers une situation d'endettement, pour ne pas dire de surendettement, avec des risques certains pour l'avenir de notre nation. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, veille économique, par l'entremise de cette conférence que son président, M. Thomas Koumou va animer, donc veille économique voudrait mettre en exergue la situation d'endettement, de surendettement actuelle du Togo, avec les risques que cela comporte, démontrer comment est-ce qu'une situation d'endettement mal contrôlée ou non monitorée peut conduire à une situation véritablement désastreuse pour l'avenir du pays et hypothéquer l'avenir de notre nation sur les générations entières. Il va donc faire une présentation simple et didactique en bon économiste qu'il est. Je lui passe la parole. Merci. Je suis professeur José, vice-président de l'association. Je voudrais à mon tour remercier Dr Chapman pour votre présence à cette conférence. C'est vrai, comme il a dit, nous avons des objectifs dans notre association et un des objectifs majeurs, c'est l'orientation pédagogique, c'est de pouvoir expliquer aux populations togolaises les défis, les enjeux auxquels la population togolaise pourra faire face dans les prochaines années. Donc, nous avons pris sur nous de pouvoir rendre simple, un langage simple, les langages techniques que par le FMI, la Banque mondiale, les institutions de l'Union européenne, l'UEMOA, de rendre ce langage simple et accessible, compréhensible aux populations togolaises. Alors cette conférence, en réalité, se base sur le dernier rapport du FMI, du Fonds monétaire international. Ce rapport a été publié en avril dernier, 15 avril 2015. Et ce rapport porte sur l'évolution macroéconomique de notre zone, et plus spécifiquement sur la situation macro-financière de notre pays, du Togo. Et le cœur de ce rapport, c'est la problématique de l'endettement ou du réendettement du Togo après l'initiative PPTE dont le bon achèvement abouti à fin décembre 2010. Donc le FMI, en bon créancier, de temps en temps, fait ce qui s'appelle des consultations sur place dans les pays pour pouvoir jauger les économies de nos pays de manière à ce qu'ils s'assurent que les créances qu'ils détiennent sur nos États puissent être remboursées. Donc c'est dans la même logique que normalement, courant janvier, ils ont discuté avec les représentants de l'UEMOA, la commission de l'UEMOA, ainsi que des ministres des économies et des finances, sur la santé économique de la zone, de toute la zone de l'UEMOA. Donc, suite à cette consultation, ils ont fait plusieurs constats. Ils se sont rendus compte, par exemple, qu'il y a un problème récurrent d'assainissement budgétaire, qu'il y a un problème récurrent
d'aggravation des déficits budgétaires, qui est en train même de peser sur ce qu'on appelle les positions extérieures du pays, c'est-à-dire que le taux de recouvrement de nos importations est en train de s'exposer à des risques réels. Ils ont également relevé qu'il y a un problème de politique monétaire qui est en train de se poser et que les États veulent à terme durcir la politique monétaire, c'est-à-dire relever le niveau de taux directeur de la zone. Et enfin, ils ont également constaté qu'il y a un problème d'intégration qui est toujours réel et que les États ne font pas, ne mènent pas les politiques structurelles en profondeur pour pouvoir mener une politique commune, surtout en ce qui concerne l'harmonisation de paramètres, je dirais, fiscaux. Donc, suite à ce constat, ils ont fait des rapports, des recommandations générales pour la zone et des recommandations spécifiques pour chaque pays. Donc, en termes de recommandations générales, ils ont souhaité qu'il soit mis qu'au niveau du surendettement, il y ait plus de maîtrise. Ils ont souhaité qu'il y ait plus de viabilité de notre endettement. Ils ont recommandé que la gestion de la dette publique de nos États soit beaucoup plus efficiente. Et en plus de quelques recommandations structurelles, notamment dans le secteur de la télécommunication, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des phosphates qu'ils ont d'ailleurs fait en 2013. Alors, pour ce qui concerne le Togo, ils ont fait des recommandations spécifiques. 3 recommandations spécifiques que nous allons tout à l'heure voir dans le développement des slides. Bon, donc, ce rapport est fini, nous avons pris sur nous de pouvoir faire un document simple, compréhensible pour tout, pour expliquer la situation actuelle, la situation réelle de notre pays. Non seulement en ce qui concerne le niveau d'endettement des extérieurs, mais également en ce qui concerne la situation économique réelle, macro-financière du pays. Avons-nous aujourd'hui une politique économique qui nous permettra de payer nos dettes? Avons-nous une politique économique qui nous permettra de créer suffisamment de richesses pour pouvoir léguer à nos enfants un pays prospère, un pays performant? Donc c'est tout cela que nous allons voir cet après-midi. Alors, je dirais que la conférence va se dérouler en 4 phases. La première phase, c'est le contexte que je viens de rappeler brièvement, le rapport du FMI. Nous avons étudié 2 rapports. Il y a eu déjà un rapport en 2013, avant le rapport de 2015. Ensuite, les éléments sur la dette publique du Togo. Nous allons vous montrer l'estimation actuelle de la dette globale de notre pays. Nous allons approfondir l'analyse avec la dette extérieure, la dette intérieure, le traitement budgétaire, comment le gouvernement traite aujourd'hui l'apurement de notre dette, en principal comme en intérêt. Ensuite, la 3e phase, nous allons nous appesantir sur la situation économique réelle. Quel est le taux de croissance économique dans le pays? Quelle est la moyenne sur les 10 dernières années? Nous sommes allés jusqu'en 1900, je crois, 61. Sur les 50 dernières années, quelle est la moyenne du taux de croissance économique du Togo
sur ces 30 dernières années, nous allons voir le niveau du PIB et montrer que ce niveau actuel est très faible pour créer de la richesse. Le déficit budgétaire, la balance commerciale, avec les déterminants de cette balance commerciale, la structure budgétaire actuelle du gouvernement, aussi bien pour le budget 2014 que pour le budget 2015, les soldes budgétaires qui sont importants, qui vont expliquer où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en termes de recettes, de dépenses. Expliquer, par exemple, pour les syndicalistes qui sont présents, si effectivement le gouvernement peut augmenter les salaires ou pas. Nous allons également parler un tout petit peu de notre agriculture, qui est en réalité le seul chemin par lequel le pays ne pourra faire une croissance rapide et durable. Nous allons montrer à quel point cette agriculture, au jour d'aujourd'hui, est totalement abandonnée. Nous allons également parler de l'opacité dans la gestion de l'industrie minière. Nous en avons déjà parlé lors de notre dernière sortie. Nous avons même écrit publié sur le phosphate. Nous avons démontré qu'il y avait une totale opacité dans la gestion dans cette industrie minière. Nous allons parler des business models. En ce qui concerne tout ce qui est concession minière au Togo, nous allons expliquer comment les concessions se font aujourd'hui et ce qui devrait se faire en réalité. Ensuite, nous allons nous parler des recommandations que nous allons faire à l'endroit du gouvernement qui va permettre à notre économie de le déployer et éventuellement de l'éduquer nos enfants un pays moins endetté. Il y a la partie annexe aussi qui est importante, dans laquelle se trouve un certain nombre de tableaux qui expliquent, vous verrez, la répartition de l'endettement du pays au niveau de l'endettement extérieur par rapport à tous les créanciers que nous avons aujourd'hui, ainsi que la dette intérieure. Ces tableaux vous montreront à qui doit le Togo. Alors, comme je l'avais dit, nous avons pris le soin, pour éviter toute polémique, de dire les documents et les sources sur lesquelles cette conférence, ce document a été élaboré. Alors, vous avez le rapport du FMI de novembre 2015, le rapport d'avril de novembre 2013, d'avril 2015. Vous avez les rapports de la Banque de France sur le Togo de 2003 jusqu'à 2013. Vous avez les monographies de la Banque de France sur la zone CFA. Donc, quand je parle de la zone CFA, je veux dire aussi bien la zone mémoire que la zone CEMAC. Nous avons étudié, également analysé le rapport ITIE 2011-2012, le rapport analytique provisoire sur la dette publique du Togo, qui est un rapport de la direction de la dette publique, la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi, SCAP, le budget 2014, le budget 2015. Voilà tout le document critique sur lequel se base l'élaboration de ce document et donc de cette conférence. Alors, comme je le rappelais tout à l'heure, le contexte, c'est suite au rapport du FMI que nous avons décidé de faire cette conférence. Donc, je rappelais tout à l'heure la recommandation spécifique sur le Togo. Alors, le FMI recommande le relèvement du solde primaire. Le solde primaire, nous le verrons un peu plus loin dans les soldes budgétaires.
solidaire, c'est la différence entre les recettes internes du pays, c'est-à-dire ressources fiscales, recettes non fiscales, et la différence entre ces recettes internes et les dépenses primaires. En gros, on entend par dépenses primaires les salaires des fonctionnaires et tout ce qui est, je dirais, investissement sur bien fongible, c'est-à-dire qui fait tourner l'administration. C'est ça qui constitue en gros les dépenses primaires. Donc le FMI a constaté que ce solde primaire est en train de baisser. Donc il faut absolument relever le niveau du solde primaire. Nous verrons un peu plus loin pourquoi. Ensuite, améliorer le suivi des financements, de l'investissement et la gestion de la dette publique. Alors, le FMI a constaté qu'il y a beaucoup d'investissements en infrastructures qui se font aujourd'hui dans la zone. Et en plus, l'endettement est trop rapide. Donc, ils ont recommandé à ce qu'il y ait une amélioration, un suivi au niveau du financement des investissements, la gestion de la dette publique. Et enfin, définir des mesures ciblées pour favoriser une croissance solidaire et résorber la pauvreté. Donc, tout le monde sait que l'indicateur de Gini du Togo est faible et que les richesses du pays sont très inégalement réparties. Donc, le FMI préconise à ce qu'il y ait des mesures rapides pour pouvoir résorber la pauvreté et avoir une économie solidaire. Alors nous avons mis également le rapport, nous avons synthétisé en quelque sorte les recommandations du rapport 2013, juste pour montrer que, en réalité, ce que le FMI dit en 2015, ils l'ont déjà dit en 2013. Donc c'est quasiment les mêmes recommandations. Alors ce qui veut dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils font des recommandations, mais après les recommandations ne sont pas mises en œuvre. Ils sont obligés de répéter les mêmes choses à chaque consultation. Donc, lorsque vous faites la comparaison entre les recommandations du rapport de 2013 sur celles de 2015, vous vous rendez compte que c'est quasiment les mêmes choses. Il y a aussi un point important où le FMI se rend compte que les ministres des Finances de nos États considèrent le ratio dette sous PIB, 70% qui est le critère de convergence, comme étant un objectif. Donc, quand on leur pose la question pourquoi vous endettez, ils répondent nous avons encore de la marge. Nous sommes à l'IPPT, on est tombé à 32% du PIB. Aujourd'hui, nous le verrons un peu plus loin, nous sommes déjà à 54% pour les prévisions du FMI et à 51% pour les analyses que l'économie a fait. Donc, entre 51% et 54% et 70%, la marge n'est plus vraiment très élevée. Nous verrons pourquoi, en termes de critères de convergence, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas dépasser un ratio endettement public 70%, les problèmes auxquels l'économie fait face. Alors, j'avais dit un créancier qui se lève toujours tôt pour vérifier si la personne ou la personnalité morale sur laquelle détient la créance se porte bien. Parce que lorsqu'il vous mourrez, on peut le récupérer son argent. Donc c'est ce que fait le FMI. Le FMI a des intérêts. Le FMI ne produit pas de rapport, ne fait pas de consultation, parce qu'il veut que les populations togolaises vivent mieux. Non. Le FMI fait des consultations, produit des rapports, parce que le FMI veut à terme être remboursé. Il fait partie des créanciers qui, lors de l'effacement de notre dette, n'a participé qu'à 2% de l'effacement de cette dette. Donc le FMI ne efface jamais cette dette. C'est la raison pour
laquelle ils sont inquiets aujourd'hui, parce que la structure de notre dette a changé entre 2007 et 2015. L'effacement était possible, facile en 2007, mais aujourd'hui, nous verrons plus loin, lorsque vous regardez la structure de notre dette, si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'avoir des difficultés devant si nous rentrons encore dans l'insoutenabilité, ce qu'on appelle l'insoutenabilité de la dette, c'est-à-dire l'incapacité de pouvoir créer de la richesse pour payer les intérêts, pour payer, rembourser le principal. Donc, en réalité, le FMI a des intérêts. Et selon le rapport de la Banque de France pour 2013, le Togo doit 254 millions de dollars au FMI. En gros, ça fait 130 milliards. Et si on connaît les 5 pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Togo, Bénin, eux tous, ils doivent au FMI plus de 2472 millions de dollars, à peu près 1261 milliards de francs CFA en FMI. Donc, le FMI place ses fonds pour ses actionnaires et veut être remboursé. C'est la raison pour laquelle ils font tout pour que les États se portent bien, pour que les mesures d'austérité, les mesures qu'ils ont préconisées, les recommandations qu'ils font, que ces recommandations soient appliquées, pour que les économies puissent produire de la richesse, pour qu'ils puissent être remboursés. Les éléments de la dette du Togo. En 2012-2013. Alors, en 2012, on peut estimer la dette globale du Togo à 1006 milliards, avec 377 milliards pour la dette extérieure et 629 milliards environ pour la dette intérieure. Je lisais hier un rapport du réunion d'information sur les 30 milliards que le Togo est en train de lever sur le marché monétaire et qu'il a levé sur le marché monétaire il y a 10 jours. Je lisais cette information hier et je me suis rendu compte qu'il y a une partie de la dette intérieure qu'ils ont remboursée, qui disent qu'ils ont remboursé, et je vais vous présenter un peu plus loin cette partie-là. Alors, en 2013, cette dette est passée de 1000 milliards, 6 milliards à 1102 milliards, avec une augmentation au niveau de la dette extérieure qui est passée de 377 milliards à 415 milliards, et la dette intérieure qui est passée de 629 milliards à 687 milliards de francs CFA. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsque vous appliquez une estimation planchée de l'intérêt de 1% sur notre dette globale fin 2013, il faut rappeler que dans le rapport du FMI, la dette a encore augmenté, les prévisions du FMI sont encore plus élevées que l'estimation que nous avons faite ici, parce qu'à 1102 milliards, nous sommes à 51% du PIB. Et le FMI dit qu'en 2014, nous sommes à 54,7% du PIB. Donc ça veut dire qu'en 2013 et 2014, la dette globale a encore progressé. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsque vous appliquez un taux de 1%, je rappelle que les endettements du Togo ne sont pas faits à 1%. Rares sont les créanciers qui nous avancent des fonds à 1%. Les 30 milliards qui sont levés il y a 10 jours, qui ont été levés il y a 10 jours sur le marché monétaire, ont été levés à 6,5% de l'intérêt annuel. Donc si vous faites ce calcul de 1% sur
les 1102 milliards, notre dette nous coûte 30 millions de francs CFA par jour, soit 1 million 25 000 francs CFA par heure, 20 929 francs CFA environ par minute et 349 francs CFA par seconde. Donc, chaque seconde, notre dette augmente de 349 francs CFA pour un taux plancher de 1%. Nous n'avons pas pu calculer le taux moyen pondéré, le taux d'intérêt de notre dette parce que les informations ne sont pas disponibles. Il faut comprendre que c'est compliqué, extrêmement compliqué de trouver des informations fiables sur l'économie de notre pays. Si nous l'avons vu, nous l'avons calculé. Nous avons pris un taux symbolique de 1%, un taux plancher, et voilà le résultat. Donc, dette augmente chaque seconde de 349 francs CFA. Alors, lorsque nous faisons un petit rappel au niveau de la dette, au lendemain de l'initiative de PTE, il faut comprendre qu'en gros, plus de la moitié, on parle de 80% de notre dette a été allégée, a été effacée. Parce que nous avons eu plusieurs ajustements structurels. On fait l'ajustement structurel, en fait, la structuration de la dette. Dans la structuration d'une dette, il y a le rééchelonnement, c'est-à-dire on rallonge peut-être la durée, on diminue les échéanciers, mais la dette reste comme telle. Donc, on sortit de l'ajustement structurel à un moment donné. Tous les financiers se sont rendus compte que le Togo avait une dette qui dépassait 100% de notre PIB, de notre richesse nationale. Ce qui fait que nous n'avions plus à l'époque la possibilité de créer suffisamment de richesse pour rembourser. Nous n'arriverons jamais à rembourser. Donc, ils ont trouvé, c'est d'ailleurs la même chose pour tous les pays pauvres africains, ils ont trouvé cette astuce de passer par l'initiative de PTE. Alors, l'initiative de PTE, c'est quoi? Nous acceptons d'effacer ou d'alléger une partie de votre dette. En contrepartie, il y a un certain nombre de mesures structurelles qui vous sont imposées. C'est ce qui se passe aujourd'hui en gros, en Grèce. À l'époque, je crois que vous vous rappelez, il y a eu le rallongement, par exemple, des épargnes à la retraite. On est passé de 60 ans à 65 ans. Ça, c'est des mesures qui sont directement issues de l'île de PTE. Il y a eu l'augmentation du carburant, comme ça se fait encore hier, je crois. Il y a eu plein de mesures qui ont été imposées à notre gouvernement. Il y a eu, je crois, l'arrêt d'embauche dans la fonction publique, parce que le FMI estimait qu'il y avait trop la masse salariale était trop élevée. Il y a eu la privatisation de nos banques, la privatisation de nos sociétés. Normalement, la société d'Octobre Télécom aurait déjà dû être privatisée. Tout ça fait partie de la négociation, de l'effacement de la dette. Donc, le Togo est passé de pratiquement 1000 milliards de dettes à l'époque pour se retrouver en 2011 à 321 milliards, soit à 17% du PIB. Et dans cet allègement, il y a eu l'allègement des apéros, il y a eu le club de Paris. Le club de Paris, c'est ce club fermé dans lequel se trouvent tous les pays européens. Donc, ils mettent une partie de leur liquidité budgétaire ensemble, dans un fonds, et ils prêtent à qui veut prendre. C'est ça le club de Paris. Ensuite, il y a eu la France qui a également effacé une partie, 101 millions d'euros d'allègement. Et il y a eu la Banque mondiale
Au niveau de la dette intérieure, il faut dire que ça a explosé quasiment sur les 10 dernières années. C'est ces 2 dernières années qu'ils ont commencé par éponger petit à petit cette dette intérieure. La dette intérieure est passée de 368 milliards en 2005 à 692 milliards de francs CFA. Alors, le FMI, pour ce qui nous concerne, avec l'économie, nous estimons que les prévisions du FMI sont trop optimistes parce que dans le rapport qui a été publié en avril dernier, le FMI estime qu'en 2019, notre dette intérieure serait à 6,8% du PIB. Donc, nous pensons qu'il est trop optimiste parce que, avec la politique économique qui est menée aujourd'hui, je ne sais pas comment nous allons faire pour stabiliser notre dette intérieure. Donc, si la dette en 2019 se retrouve à 26,8% du PIB, alors qu'en 2011, on est à 22,4%, ça veut dire que nous sommes quand même arrivés à stabiliser l'évolution de cette dette intérieure et à même rembourser une partie. J'espère que ce sera le cas. Mais nous ne partageons pas cette optimisme du FMI. Alors, en termes de structure, aujourd'hui, notre dette extérieure a changé de structure. Nous avons des multilatéraux, c'est-à-dire des banques privées. Nous avons d'autres banques privées qui détiennent 34%, des multilatéraux qui détiennent 37% et le FMI qui détient 20%. Lorsque vous faites cette somme, vous êtes quasiment à 90%. Donc, ceux qui détiennent aujourd'hui notre dette extérieure à 90% font partie de ceux qui effacent difficilement leurs créances. D'où l'inquiétude du FMI. Aujourd'hui, le Club de Paris ne détient que 7% de leur dette extérieure. Les bilatéraux Club de Paris, 2%, et les bilatéraux non Club de Paris, 7%. Donc, le gros de notre dette est détenu par des banques. Au niveau de l'annexe, quand nous allons arriver à l'annexe, vous allez voir que ce que l'on appelle banque privée ici, c'est par exemple Exim Banque de Chine. C'est par exemple Exim Banque d'Inde. Ce sont des banques privées. Donc si nous arrivons d'aventure à une situation d'instructionnalité de la dette, comme ça a été le cas avant 2007, nous aurons vraiment des difficultés à restructurer notre dette. Parce que les créanciers d'aujourd'hui n'accepteront jamais d'effacer notre dette. Parce que ce sont des créanciers privés. Que ce soit les multilatéraux qui détiennent 37% de notre dette, là vous trouvez par exemple la BOAD, la BAD, l'IDA, le Fonds africain de développement, bref, ce sont des banques privées qui ont des actionnaires. Leur objectif, c'est de faire du profit. Ils ne sont pas prêts à liquider comme ça, sous le dos, les créances d'un pays qui n'a pas su bien gérer son économie. Les banques privées dont je parle, il y a dans cette liste, par exemple, le fonds koweïtien. Le fonds de l'Arabie Saoudite, ce sont des fonds souverains, des fonds qui appartiennent au Koweït, mais qui sont des fonds privés. Ce sont des fonds qui n'accepteront pas, sous quelles conditions que ce soit, à moins que vous leur donnez un minéral, ils n'accepteraient pas de passer leur dette.
Donc aujourd'hui, ce sont eux qui détiennent quasiment 90% de la dette dans le pays. D'où l'inquiétude du FMI. Parce qu'à l'époque, avant 2007, ceux qui détenaient la dette dans le pays, c'est le Club de Paris. Le Club de Paris, c'est la France, c'est la Belgique, bref, ce sont les anciens colonisateurs. Eux, ils ont d'autres intérêts stratégiques avec l'Afrique. Ils ont accepté à un moment donné de faire le sacrifice, de se débarrasser ou de passer la dette. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été difficile. Ensuite, il y avait énormément de dettes bilatérales, c'est-à-dire nous avions des dettes envers l'Allemagne, envers la France, en dehors du Club de Paris. Donc, l'initiative de Péto n'a pas posé trop de problèmes à partir du moment où ils ont exigé un certain nombre de mesures structurelles. Nous sommes dans des pays où les gens ne se jettent pas dans la rue comme en Grèce pour dire nous ne voulons pas arranger la durée de cotisation à la retraite, nous ne voulons pas arranger la durée de départ à la retraite. Nous sommes dans un pays où on impose des choses. Ils savent qu'on nous imposera des choses, personne ne dira rien. Donc, ça a été facile. Au jour d'aujourd'hui, ça deviendra compliqué si nous atteignons le point de soutenabilité, c'est-à-dire 70% du pays. Au niveau de la dette intérieure, nous verrons qu'il y a une partie qui a été auditée. Il y a une dette arriérée qui a été auditée par KPMG, qui est essentiellement constituée de la dette envers la CNSS, par exemple, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CAT, la Caisse de réserve du terreau, les indemnités de départ à la retraite. Donc ça, ce sont des dettes qui ont été auditées par la KPMG, qui normalement devraient faire l'objet de remboursement de prix. Aujourd'hui, ils disent qu'ils font des efforts, parce que dans le dernier, la note d'information dont on parlait tout à l'heure, ils disent qu'ils ont remboursé. Ensuite, il y a les dettes conventionnelles. Par exemple, le fonds qu'ils ont levé il y a 10 jours sur le marché, sur UEMOA titre de marché monétaire de la zone, ça fait partie des dettes dites conventionnelles. Alors, ce qui m'a également, dans les investigations, ce qui m'a également choqué, il faut le dire, c'est la dette des sociétés d'État liquidées, qui représente 9% de notre dette intérieure. Ça, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que. Et ici, vous allez voir la liste un peu plus loin. Dans cette liste, il y a par exemple ce Togo. Il y a par exemple la SNPT, disons l'ETP. Il y a l'IFG. Ce sont des sociétés qui ont été liquidées. Lorsqu'on dit qu'on veut liquider une société, moi, ça fait bientôt 15 ans que je suis sur la bourse des valeurs, je sais comment on évalue l'entreprise et comment on liquide l'entreprise. Lorsqu'on liquide l'entreprise, on évalue le niveau de son action, actif passif. Lorsque la valeur de l'action est inférieure au nominal de départ, on liquide. La perte, on liquide quand même. On ne peut pas liquider une entreprise et conserver une dette. Ça, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Donc, on nous dit qu'on liquide le fer. Le fer fait partie de cette liste-là. On liquide le fer. Et pourtant, on attribue une dette à l'État qui est inscrite dans la comptabilité de notre pays et qui va être remboursée par l'État. Ça, je n'ai pas compris. Peut-être que dans le débat, il y a des gens qui sont dans ça, qui vont pouvoir m'expliquer comment on peut liquider une entreprise et pour autant conserver une dette qui est transférée ou transférable dans la dette intérieure du pays. Alors, comment est-ce que le gouvernement traite aujourd'hui notre dette? Je veux dire, comment il provisionne les fonds dans les budgets qui sont votés et comment il compte rembourser les dettes, qu'il s'agisse de dettes intérieures ou de dettes extérieures. Alors,
que nous avons relevé dans le budget 2014 qui a été voté, dans le budget 2015, ils ont consacré 115 milliards de francs CFA pour régler l'ensemble du service de la dette, que ce soit la dette extérieure ou la dette intérieure du pays. Cette cagnotte a augmenté pour le budget prévisionnel 2015 qui a été voté en décembre dernier, est passé à 124 milliards de francs CFA. Et dans cette allocation, on voit que pour les amortissements de la dette, c'est-à-dire le remboursement du principal, pour la dette intérieure, ils ont consacré 55 milliards 2014 et 65 milliards pour 2015. Ensuite, pour la dette extérieure, 21 milliards pour 2014 et 22 milliards pour 2015. On voit que les fonds progressent, donc il y a des efforts qui sont faits pour rembourser. Au niveau des intérêts, ils ont consacré, pour la dette extérieure, ils ont consacré 9 milliards, 2014 et 7 milliards pour 2015. Alors, là également, c'est vrai que c'est des prévisions. On prévoit 124 milliards pour s'occuper du service de la dette sur l'année. Mais ce que nous avons constaté, c'est que la somme des remboursements prévus, dette intérieure, dette extérieure, amortissement de ce terrain est nettement supérieure aux 124 milliards de 2015. Lorsque vous faites la somme, on se retrouve à environ 129 milliards. Donc, lorsque tu poses la question, on te dira que c'est une prévision, que si on se rend compte qu'il y a augmentation de la dette, on réajustera. En tout cas, dans le budget, c'est un anomalie au niveau du processus de remboursement. Alors, voilà, en gros, la situation aujourd'hui, la situation réelle de notre dette. On peut estimer raisonnablement que le Togo est endetté. On est parti en 2010, lors de l'effacement de notre dette, à environ 32% du PIB. La dette globale de notre pays représentait, la dette extérieure et l'intérieur, 32% du PIB en 2010. Et en 2015, on se retrouve à 54% du PIB. Ça fait pratiquement plus de 15 points en 5 ans. Alors, le problème réel du FMI, c'est que cette dette sert à quoi? Lorsqu'on dit qu'on construit des infrastructures routières, par exemple, qui en économie est ce que nous appelons un bien à pollution indirecte, c'est-à-dire qu'une route ne produit pas directement de la richesse. C'est une production indirecte. Mais j'ai discuté il y a 2 mois avec un ancien ministre de l'économie et des finances de notre pays qui me disait que nous sommes arrivés à l'ajustement structurel parce que nous n'avons pas su mettre en place l'équivalence entre la durée de vie des routes qui sont construites sur l'endettement et la maturité de la dette. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsque, normalement, dans l'orthodoxie budgétaire d'un pays, on ne devrait pas construire ou faire des investissements dans des biens en production indirecte avec de la dette. Ce qui veut dire qu'on ne devrait pas normalement construire des routes avec de la dette. S'il faut construire des routes avec de la dette, il faut s'assurer que l'économie est déjà structurée. Au primaire,
structurée au secondaire, de manière à ce que l'économie puisse produire de la richesse pour rembourser cette dette. Mais pire, ce que nous ne faisons pas, c'est que généralement, les routes qui sont construites, leur durée de vie n'est pas égale à la maturité de la dette qui sert à construire la route. La maturité, en réalité, c'est également la durée de vie du crédit, de l'endettement. Lorsque vous prenez l'endettement auprès des créanciers tels que le FMI à 1% pour une durée de 25 ans ou de 30 ans, et que vous construisez une route avec cet endettement qui va se détériorer après 4 ans, il n'y a pas d'équivalence entre la durée de vie de la route, de l'investissement, et la maturité de la dette. Ce qui fait que vous accumulez de la dette et les infrastructures qui doivent servir de garantie pour l'équivalence de cette dette n'existent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, l'épaisseur de nos routes fait 15 cm de l'intérieur? Est-ce que la durabilité de nos infrastructures routières qui sont construites sont équivalentes à la maturité de la dette qui est levée pour construire ces infrastructures? La note d'information que je disais hier sur le taux de 30 milliards de francs CFA sur le marché, il y a 10 jours, l'objet de ce levée de fonds, c'est l'infrastructure. C'est pour réaliser des infrastructures. Mais voilà, la problématique est là. Lorsque vous construisez une route et 4 ans après, la route est complètement dégradée, alors que vous devez payer cette dette sur 25 ans, ce qui veut dire que vos enfants paieront cette dette, vos petits-enfants paieront cette dette, et la conséquence aujourd'hui pour les syndicats, c'est que les endettements que nous avons hérités des années 80, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande une augmentation de salaire, il est compliqué et difficile de l'obtenir. Ce qui veut dire que si nous accumulons encore de l'endettement, en disant que nous sommes en train de réaliser des infrastructures, dont la durée de vie est nettement inférieure à la durée de la maturité de ces endettements, dans 15 ans, vous demanderez encore une augmentation de salaire, et vous ne l'aurez pas. Puis, nous serons peut-être dans la situation de la Grèce. Parce que plus loin, nous expliquerons le business model sur nos industries ou nos minerais qui n'est pas bon, il faut le dire. Donc voilà en gros la situation. Maintenant, nous allons essayer de voir comment se porte notre économie. Est-ce que la politique économique actuelle de nos gouvernants peut nous permettre, si nous n'arrivons pas à payer, pour que demain, nos enfants puissent payer cette dette qui est encore en train de s'accumuler. Nous allons voir 2 indicateurs. D'abord, le taux de croissance économique dans le pays. Je pense que nous avons, après l'économie, nous avons été les premiers à dire à voix haute dans ce pays que le taux de croissance économique de notre pays est très faible. Nos ministres de l'économie se réjouissent lorsqu'ils ont 5% de taux de croissance, lorsqu'ils ont 6% de taux de croissance, 7% de taux de croissance économique, 6% de croissance économique pour un pays pauvre comme le Togo, avec un niveau de PIB aussi faible que celui du Togo, est très faible. Je ne dirais pas suffisant, je dis, c'est très faible. Mais regardons un peu la moyenne de ce taux de croissance économique sur la durée. Sur les 10 dernières années, nous avons un taux de croissance moyen de 3,64%. C'est vrai que lorsque vous jetez un regard sur le graphique, ces dernières années, le taux est en train de monter.
mais ça ne veut rien dire du tout. C'est pour ça d'ailleurs que les gens se plaignent en disant elles vous disent que vous avez un taux de croissance rigoureuse, 5%, mais nous ne voyons rien dans le panier de la ménagère. C'est normal. C'est fait. Lorsque vous prenez ces 5% de taux de croissance, vous appliquez ça au niveau du PIB de 2013, 2151 milliards du tout. Ça vous fait un revenu additionnel de 1600 francs CFA par mois. En comparaison, souvent les gens me posent cette question, ils disent non, les pays occidentaux, par exemple, n'ont besoin de 1% ou 2% de taux de croissance du PIB. Et c'est ce qu'ils recherchent pour maintenir le niveau de vie. Alors je réponds ceci. Lorsque vous prenez le niveau de PIB de la France, ça fait 2 000 milliards de dollars, ce qui fait en gros 1 million de milliards de francs CFA. Lorsque vous le rapportez au nombre de la population française, si la France fait une évolution de 1 point de PIB, c'est-à-dire, supposons qu'aujourd'hui, le taux de croissance économique de la France est de 0,5% et que la France passe à 1,5%. Donc ça fait une croissance de 1 point de PIB. Le revenu additionnel du Français sera égal à 18 000 francs CFA. Voilà la différence. Dans le même temps, lorsque nous faisons 5% de taux de croissance rapporté à notre PIB, qui est de 2151 milliards, le revenu additionnel du Togolais fait 1600 francs CFA par mois. Celui du Français fait 18 000 francs CFA par mois. C'est pour cela que nous disons que le taux de croissance de 5% de 6% ne résoudra rien du tout. Parce que le niveau de notre PIB est faible. Nous avons publié, peut-être d'ici un mois, parce que le document est déjà prêt, nous avons publié un document sur le niveau de taux de croissance requis pour que le Togo puisse émerger dans 10 ou dans 15 ans. C'est-à-dire avoir un niveau de PIB autour de 9 000 milliards. Donc, nous avons un taux de croissance non seulement annuel statique qui est faible, mais non seulement dynamique sur la moyenne qui est faible. Nous sommes remontés jusqu'en 1961. Et la courbe de notre taux de croissance, comme vous le voyez, elle est trop volatile. La variabilité de notre croissance est de 5,96. Ça veut dire, en termes économiques, que l'économie du Togo est instable et est très risquée. Et ça, le FMI l'a mentionné dans son rapport de 2015, que nos économies sont trop instables. Les taux de croissance économique d'une année à une autre sont trop variables, sont trop volatiles. Cet indicateur, par exemple, pour un investisseur étranger, c'est clair. Lorsqu'il veut venir investir au Togo et qu'il voit que sur 50 ans, il y a autant de risques de variabilité d'une année sur l'autre au niveau de taux de croissance, il va réfléchir à deux fois avant de venir investir. Ça veut dire que la gouvernance économique n'est pas continue, elle est discontinue, n'est pas stable. Ça veut dire que le Togo n'a pas de modèle économique. Ça, nous l'avons soulevé, un ministre nous a répondu en disant qu'il y a un modèle. Nous allons un peu plus loin parler de ce problème. Donc, voilà par exemple un des indicateurs qui montre quelle est la situation réelle de notre économie aujourd'hui. Le niveau du PIB, comme nous l'avons dit, pour nous, ça reste faible. La preuve, pour les Nations Unies, pour sortir de la situation de pauvreté, il faut avoir un PIB par habitant qui tourne autour de $750.
celui de la pauvreté. En quittant tout à l'heure le bureau, j'ai reçu un mail de la Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ont réévalué leur PIB par habitant. Ils sont aujourd'hui à 2200 dollars par habitant. En gros, ça fait combien? 150 000 francs CFA de revenus mensuels. Au Togo, nous sommes autour de 27 000 francs CFA de revenus mensuels. Voilà la différence. Donc, notre niveau de PIB est faible. Donc, on ne peut pas raisonnablement être étonné que la misère et la pauvreté continuent par le pays. Alors, rapidement, certaines valeurs des comptes nationaux. Le FMI a également pointé du doigt l'aggravation de notre déficit budgétaire. Parce qu'il faut comprendre que c'est le déficit budgétaire qui alimente la dette. Bon. Pour le Togo, lorsque nous avons fait des analyses, on se retrouve autour de 36%. Donc, à chaque déficit budgétaire, 36% de cette valeur de déficit budgétaire sert à augmenter ou à alimenter notre dette. Au niveau de la balance commerciale, notre balance commerciale se creuse de 15 milliards chaque année. Nous importons plus que nous exportons. Nous avons une balance commerciale qui est déficitaire, qui est passée de moins 166 milliards en 2006 à moins 274 milliards en 2012. Au niveau du déficit, nous avons expliqué plus loin les déterminants de cette balance commerciale. Au niveau du déficit budgétaire, nous sommes passés de 48 milliards en 2006 à 257 milliards en 2014. Là également, c'est l'une des inquiétudes majeures de FMI qui pense que la détermination du déficit budgétaire est grave. Alors, nous avons constaté que la structure budgétaire de notre pays a une orientation plutôt libérale, en ce sens que lorsque vous additionnez les allocations budgétaires de la santé, de l'éducation et de l'agriculture, vous avez 22% du budget, comparé à l'économie, au commerce et aux travaux publics qui est à 26%. Ce qui veut dire que les priorités du gouvernement ne sont pas forcément ceux de la population. Nous avons constaté également que le niveau de ce que nous appelons la recette non fiscale est très faible. Donc, ça veut dire que les ressources de nos sociétés d'État sont quasiment mal gérées. Alors, les soldes budgétaires, ça va intéresser les syndicalistes qui sont dans la salle. Alors, comment gérer notre argent? Nous avons d'abord le solde primaire courant. C'est la différence entre les ressources internes et les dépenses primaires. Donc, j'avais expliqué un peu plus tôt, les ressources internes, c'est tout ce qui est recette fiscale, recette non fiscale. Dans le budget 2014, ce qui est un peu différent de ce qui se trouve dans le rapport du FMI. Dans le budget 2014, ce solde primaire est positif. Pour 2015, de 99 milliards. C'est pour cette raison que nous, avec l'économie, nous avons dit que le gouvernement a la possibilité d'augmenter les salaires pour de faire ce que les salariés réclament le redressement sur le SMIC, qui normalement coûte autour de 18 milliards ou 20 milliards. Donc nous avons le solde primaire qui est de 99 milliards. Ensuite, on passe au solde courant, qui est la différence entre les ressources internes, les dépenses primaires et les intérêts de la dette. Donc lorsqu'on aura fini de dépaquer les dépenses de la fonction publique, de payer les intérêts de la dette, nous avons un solde qui est également positif pour le budget 2015 de 66 milliards. Ensuite, il y a le solde budgétaire
budgétaire de base. C'est la différence entre les ressources internes, vous ajoutez des appuis budgétaires, vous dévaluez les dépenses primaires, les intérêts de la dette, les investissements sur fonds propres, ressources propres. Et déjà à ce niveau, nous sommes à moins de 30 milliards. Et ensuite, il y a le déficit primaire, où nous sommes à moins de 126 milliards, lorsque nous aurons réglé les arriérés de dette. Et derrière ce déficit primaire, il y a le déficit budgétaire qui, pour 2015, est autour de 272 milliards de francs CFA. Nous avons dit au départ que nous avons constaté que notre agriculture était plus ou moins abandonnée. Alors, pourquoi nous disons cela? C'est parce que nous avons constaté que les allocations budgétaires de l'agriculture sont faibles, 21 milliards. Pour avoir une agriculture performante, il faut multiplier ce chiffre par 10 en réalité. Aujourd'hui, pour notre agriculture, nous avons une production qui est autour de 2 millions de tonnes en moyenne par an. Si nous arrivons à doubler cette production agricole, nous allons augmenter notre PIB de 700 milliards de francs CFA environ. Donc, en réalité, si le gouvernement veut véritablement apporter et créer de la richesse la plus rapide à créer, normalement, se trouve dans l'organisation de notre agriculture. Mais malheureusement, nous constatons que cette agriculture est complètement abandonnée. Alors, au niveau des industries minières, là, nous allons rapidement parler des business modèles dont je parle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'on donne la concession minière à des industries étrangères qui détiennent 1% du capital social. Et l'État s'arrange pour avoir peut-être 10% et 5% pour quelques taux qui sont payés sur le volet. Et ça ne produira rien. On nous donne comme argument que ça créera de la richesse. Ça ne créera aucune richesse. On nous dit que ça diminuera le chômage, ça va créer des emplois. Ce n'est pas vrai. En réalité, qu'est-ce qui devrait se faire? Lorsque vous êtes un pays pauvre, que vous avez des ressources minières qui sont l'avenir de vos enfants, il faut absolument tout faire pour que les capitaux soient répartis de telle sorte que 20% du capital social de chaque industrie minière appartienne au peuple, à la masse. L'État peut prendre peut-être 40 ou 50%, additionnel aux 20% de la population, ça fait 70%. Et puisque nous aurons probablement toujours besoin d'un partenaire stratégique qui a la capacité technique de pouvoir exploiter les minerais, on peut donner 30% de départ à l'étranger. Quitte à l'État, après 10 ans, de rétrocéder une partie de ces 50% d'actionnariat, puisque l'entreprise sera consolidée pour un prix de la valeur. Si vous parlez d'un minerai de 10 000 francs par action, vous vous retrouvez 10 ans après à 100 000 francs. Lorsque l'État va rétrocéder une partie de ces 50% à 100 000 francs au partenaire stratégique qui va peut-être détenir la majorité, l'État s'enrichit. Mais en même temps, les 20% qui appartiennent au peuple permettent au peuple également de bénéficier directement de l'exploitation minière. Normalement, c'est ce qui se fait. Ça, c'est le business model qui est toujours conseillé aux États pour qui ont des minerais. Aujourd'hui, malheureusement, c'est parce que nous voyons, on prend des étrangers, certains détiennent à 100% du capitaux de nos minerais et l'exploitent. Bon, on voit malheureusement ce qui s'est passé à cette dernière fois. Alors, en termes de recommandations, nous disons que le Togo n'a pas de modèle économique. Il faut
faut absolument que le ministre actuel de l'économie et des finances et ses assistants puissent nous sortir un modèle de croissance économique. Très important. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas, personne ne sait quel est réellement le niveau de la production de notre agriculture en fonction du niveau de la pluviométrie. Ça, c'est un modèle économique qui le permet. Il permet de savoir. En termes de prévision pour notre économie, il n'y a pas de prévision. Donc, il nous faut un modèle général, un modèle de croissance économique générale, avec des modèles de croissance économique sectoriels. Sans ça, nous n'aurons pas de cas. Nous ne saurons pas où nous allons. Et il y a de fortes chances que nous n'aurons pas la possibilité de créer la richesse. Ensuite, nous recommandons des réformes fiscales en profondeur. Le TR, collecteur d'impôts, peut initier ces réformes. Je proposais cela au ministre de l'économie, comme le ministre de l'économie peut le faire aussi. Il faut absolument élargir l'essai fiscal, il faut absolument davantage formaliser l'économie. Ça demande beaucoup de travail et il faut faire un dumping fiscal pour pouvoir être beaucoup plus attractif. Même si la politique commune aujourd'hui dans la zone pousse à l'harmonisation de la fiscalité. Alors, nous proposons, nous recommandons une diminution du coût des facteurs. Malheureusement, nous avons encore constaté hier qu'il y a une augmentation du carburant. Mais ça freinera notre économie, ça c'est clair. On ne pourra jamais faire de la croissance si les facteurs de production sont à un niveau très élevé. L'énergie est à un niveau très élevé. La communication coûte cher. Le transport coûte cher. Et les taux d'intérêt. Nous sommes en train de privatiser toutes nos banques. Si nous privatisons toutes nos banques, nous aurons des difficultés dans l'avenir à financer notre économie. Donc j'espère que les banques qui restent, c'est-à-dire le TB et la BDCI, seront structurées, mais ne seront pas privatisées et qu'on mettra à la tête de cette banque et bonnes personnes pour que cette banque puisse subsister. Parce que sans la diminution des taux d'intérêt, nous aurons des difficultés à financer notre économie. Ensuite, il faut réduire la dette intérieure. Nous ne parlons pas de la réduction qui se fait actuellement, parce que cette réduction se fait à compte-gouttes. Il faut réduire en package, en totalité, cette dette intérieure, en bloc. Ça permettra à toutes les entreprises qui détiennent des créances aujourd'hui sur l'État de revivre, de souffler, de créer de l'emploi parce qu'ils vont augmenter. Alors, j'avais promis à l'annexe, voilà un peu la répartition de notre dette extérieure. Nous avons les banques privées, nous avons ici Banque Chine, ici Banque N, nous avons GDF Suez, nous avons les multilatéraux, IDA, la Banque européenne d'investissement, le Fonds africain de développement, qui détiennent aujourd'hui nos créances. Nous avons le FMI également. Donc ça c'est la liste de ceux à qui le Togo doit. Ensuite, il y a les bilatéraux Club de Paris. Vous allez remarquer qu'il n'y a plus de dette au niveau des bilatéraux Club de Paris. Nous avons juste la COFAGE qui est en France et puis l'OND qui est en Belgique. Nous avons les bilatéraux Club de Paris, il y a le fonds parisien, le fonds saoudien et la Chine. Au niveau de la dette intérieure, nous avons, comme je vous l'avais dit, l'arrivée de la PNG, il y a la dette financière, la dette commerciale, les dettes sociales, caisse de retraite, la caisse de sécurité sociale.
Nous avons les dettes des sociétés liquidées, de Togo, des pays émergés, Togo, Pharma, Fer, Chicago. Ils disent qu'ils ont déjà remboursé. Mais en 2013, ces lignes se trouvaient toujours dans la comptabilité. Alors, les dettes conventionnelles sont parties à les emprunts, les intérêts, les bons du trésor, les allocations, les DST, les droits de tirage, les droits spéciaux, les tirages spéciaux. Alors, nous avons le déficit de la balance commerciale dont les deux déterminants essentiels sont les biens d'équipement et les produits alimentaires. Donc, c'est les deux biens que nous importons du Togo. Et pourtant, nous avons la possibilité aussi bien dans l'agriculture pour les produits alimentaires que dans les minerais pour les biens d'équipement, les carreaux et autres. Nous avons des minerais. Si nous adossons des industries de transformation de ces minerais, nous pouvons très bien produire ces biens dans le pays et contrebalancer, diminuer le déficit de la balance commerciale. Le déficit budgétaire et enfin, je finis toujours les présentations en montrant le tableau de notre richesse minière. Ça, c'est le groupe minier du Togo qui l'a produit. Ça se trouve dans le rapport ITIE 2010. Voir tous ces minerais qui se trouvent dans le sol du Togo. Je crois que ça fait 49 minerais. Nous avons les matériaux de construction, nous avons les matériaux industriels, nous avons les métaux de base, nous avons les métaux précieux, nous avons les pierres précieuses et nous avons les substances minérales stratégiques, notamment l'uranium, le thorium, le beryllium. Voilà, chers invités, la situation actuelle de notre pays, aussi bien en ce qui concerne notre endettement que en ce qui concerne la situation de notre économie. Et je vous remercie pour